Nous sommes de retour sur la libre antenne, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et sans transition, on va enchaîner sur la fameuse commission nationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, la fameuse commission nationale d'enquête sur la justice. D'enquête sur la justice, ouais. Alors première question, est-ce qu'il y a d'autres avocats qui sont victimes de procédures frauduleuses ou pas, d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a d'autres avocats dans votre cas, justement, dans votre situation? D'autres avocats qui ont enduré des procédures disciplinaires frauduleuses pour les dégager du système parce qu'ils dérangent? Ben oui, la réponse c'est oui. Alors j'ai ici une décision exceptionnelle que je viens d'obtenir. Elle a été rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 septembre 2015. Et c'est une décision sur renvoi de cassation. Il s'agit d'un avocat qui est inscrit au barreau de Perpignan, qui s'appelle Jean-Pierre Sévaère, maître Jean-Pierre Sévaère, Visonneau. On a eu envie de le dégager, en gros, quoi. Donc on lui a fait une procédure disciplinaire sur des accusations inopérantes, en quelque sorte. Il a été sanctionné par un faux conseil de discipline. Il a fait appel. La Cour d'appel de Montpellier, sous la signature du premier président Didier Marchal, l'a radié de la profession d'avocat. Il a formé un pourvoi en cassation. Triple cassation. 3 février 2013. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Après renvoi devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai pris en charge la défense dans ce dossier et donc je viens d'obtenir une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui annule le faux jugement disciplinaire de première instance et qui annule toute la procédure pour la raison suivante, c'est que le bâtonnier qui avait engagé cette procédure, qui s'appelle Pierre Bec, qui est inscrit au barreau de Perpignan, n'avait pas dressé d'acte d'accusation, pièce numéro 1 pour l'engagement d'une procédure disciplinaire, tout simplement parce que les accusations portées contre cet avocat étaient farfelues. Voilà, donc c'est terminé. Alors je viens d'obtenir également une décision exceptionnelle dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes. C'est un bâtonnier qui engage à la légère, de la même manière, une procédure disciplinaire contre une avocate. Elle me demande de la défense, j'interviens, et le bâtonnier vient de faire une lettre en expliquant qu'il se désiste de toutes les accusations, il se désiste de l'acte d'accusation, il se désiste de la citation d'avoir à comparaître devant le Conseil régional de discipline. Bref, l'affaire est quasiment terminée. Une victoire en somme. Voilà, une deuxième victoire. En combien de temps elle s'est obtenue cette victoire entre le déclenchement de la procédure disciplinaire et... C'est une affaire qui est une procédure disciplinaire qui a été déclenchée en octobre-novembre 2014. Je suis allé faire une audience, je pense que c'était le 12 juin 2015. Une décision illégale et frauduleuse de sursis à statuer avait été prise par un conseil de discipline irrégulièrement composé et sous la présidence d'une juge disciplinaire, une avocate juge disciplinaire qui s'appelle Catherine Lesage, qui était sous le coup d'une récusation non purgée, qui n'avait pas le droit de prendre une décision. Elle a pris une décision de sursis à statuer. Fin août, le bâtonnier a compris qu'il était préférable d'en rester là. Donc voilà, tout est terminé dans ce dossier. Comment vous arrivez si facilement à faire échec à leurs accusations? Leurs accusations sont grotesques. Oui, comme moi j'ai été accusé par un faux avocat inscrit au barreau de Madrid. Attendez, mais on rigole, là, on est dans le grotesque. Et ça, c'était Robert Feller. Robert Feller m'a renvoyé devant le Conseil régional de discipline pour être jugé sur des accusations portées par un faux avocat qui s'était fabriqué un faux site internet et qui avait fait une lettre avec un papier en tête, un faux papier en tête en se prétendant avocat au barreau de Madrid. Alors il était heureux, le Robert Feller, il s'est dit tiens voilà, il y a même des avocats du barreau de Madrid qui portent plainte contre Maître d'Anglehan. Eh mais le gars c'était un faux avocat, un repris de justice en fuite, recherché en Suisse. On en est là. C'est pas sérieux.
Du coup, on a une question encore de Tepa Meta TV. C'est marrant, quand il ne troll pas, et il est très intéressant ce jeune homme qui a fêté son anniversaire dernièrement. Maître d'Angléan, quelle réforme suggérez-vous pour sortir de ce marasme des conseils disciplinaires fantoches? Faudrait-il mieux des commissions indépendantes, voire des comités composés de citoyens tirés au sort, comme pour les cours d'assises? Et faut-il supprimer le conseil de l'ordre des avocats, les bâtonniers? Voilà. Bah écoutez, vous avez vu plusieurs questions, mais... Oui. La solution radicale, il va falloir y passer par là, il faudra créer un tableau national des avocats. Alors, il ne faut pas supprimer les petits barreaux de province, hein, faut les laisser avec leurs jouets. Et puis, il faut créer un tableau national des avocats. Et les avocats sérieux, ceux qui ont envie de faire de la vraie procédure, ben, tous ces avocats-là s'inscriront au tableau national des avocats. Et il faut permettre à ceux qui sont inscrits au tableau national des avocats de la multipostulation intégrale, ce qu'il faut leur permettre de prendre des écritures et qui également devant toutes les cours d'appel, devant toutes les juridictions, devant le Conseil d'État, devant la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est où aujourd'hui? Il y a le tableau national des avocats, c'est-à-dire en fait une espèce de listing national de tous les avocats, c'est ça? Voilà, il faut que ce soit... Parce que là aujourd'hui, on peut avoir accès barreau par barreau à un listing de tous les avocats. On peut avoir accès, mais le problème, c'est que ce sont des espèces d'entités dans lesquelles se sont développées des pratiques absolument scandaleuses. Donc il faut... En fait, vous seriez pour supprimer les barreaux régionaux? Il ne faut pas les supprimer. Il faut les laisser, que ceux qui veulent s'inscrire dans les petits barreaux de province s'inscrivent dans les petits barreaux de province. Mais il faut permettre à un avocat soit de s'inscrire dans un barreau local en province, ou soit de s'inscrire au tableau national. Actuellement, lorsqu'un avocat est inscrit dans un barreau local, il a le droit de prendre des écritures et de plaider devant la cour d'appel et à partir d'ici 1 an, devant toutes les juridictions, devant tous les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. Alors ce qu'il faut faire, mais il n'a pas le droit de prendre des écritures dans les ressorts d'une cour d'appel limitrophe, dans les autres ressorts. Qu'est-ce que vous appelez prendre des écritures? Bon, voilà, le système il est complètement délirant actuellement. Je suis inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis. Plutôt, je vais vous donner un autre exemple. Je suis avocat inscrit au barreau de Perpignan. J'ai le droit de venir à l'audience plaider, venir faire des effets de manche, des moulinets, des effets de casquette et compagnie, dans n'importe quelle affaire. Mais si je veux défendre un client devant le tribunal de grande instance de Perpignan, j'ai le droit de faire des écritures. Mais je n'ai pas le droit de les signer moi-même. Il faut que je les fasse signer par un avocat inscrit au barreau de Perpignan. C'est ce qu'on appelle la postulation. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est être obligé de passer par un confrère. Payer en plus. Et puis, si vous voulez faire une action en responsabilité contre un avocat inscrit au barreau, eh bien personne ne voudra être avocat de postulant parce que le bâtonnier va lui dire non, dans ce barreau, personne ne fera d'avocat postulant pour cette affaire. D'accord. Bon, ça, ok, j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait une réforme, c'est une espèce de réformette, parce que bon, ça simplifierait les procédures, mais en quoi ça révolutionnerait il faut le système judiciaire? Non, mais ce qu'il faut, c'est créer un tableau national, que l'État, au niveau de l'État, il faut créer un établissement public qui va gérer le tableau national des avocats. C'est-à-dire que n'importe quel avocat aura le droit de s'inscrire sur le tableau national des avocats, et ce qui lui donne avec la possibilité de rédiger ses écritures devant toutes les juridictions judiciaires de France, y compris au Conseil d'État et à la Cour de cassation. D'accord. Comme ça, ceux qui veulent s'inscrire sur les petits barreaux, ils continueront avec leur système de petits barreaux, et ceux qui veulent faire leur travail proprement, eh bien ceux-là, sans passer par 15 intermédiaires. À partir du moment où ils seront inscrits, c'est le privilège qu'il faut donner, c'est la compétence qu'il faut donner pour intéresser les avocats à s'inscrire sur le tableau national. Il ne faut pas leur supprimer leur barreau de province.
Parce que si on commence par la loi à leur supprimer leur barreau de province, ils vont tous se mettre en grève, ils vont mettre en situation d'empêchement de fonctionnement des juridictions de province ici ou là. Alors on leur laisse leur petit barreau de province, leur fromage, et on crée un tableau national des avocats, et avec le principe que ceux qui sont inscrits au tableau national des avocats pourront faire leurs écritures devant toutes les juridictions judiciaires du pays, y compris devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'État. D'accord. Voilà. Enfin, excusez-moi d'insister, mais en quoi est-ce que ce genre de réforme, là, l'inscription, la création d'une liste nationale d'avocats, etc., empêcherait, par exemple, pour reprendre les termes de la question de Tepa, empêcherait le marasme des conseils disciplinaires fantoches? Je veux dire, en quoi ça empêchera le genre de situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé à maintes reprises? C'est le petit bâtonnier du barreau de Lyon, d'Avignon, de Rouen, comme ça c'est le cas récemment encore, de la Seine-Saint-Denis, qui peut engager la procédure disciplinaire. Alors qu'en étant inscrit dans la liste nationale des avocats, c'est une espèce de couverture. On place les avocats qui veulent faire leur travail proprement à l'abri dans l'impossibilité d'être poursuivi par ces petits, ces petits seigneurs, voilà. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est que la procédure disciplinaire, c'est une procédure civile, mais de nature pénale, puisqu'il s'agit d'infliger une sanction. Et en principe, la matière pénale est gouvernée par un principe de l'égalité des délits et des peines. C'est-à-dire qu'on ne peut être condamné que pour une infraction qui aura été préalablement définie. Alors là, les infractions en matière d'avocat, c'est porter atteinte à l'honneur et à la délicatesse. Ça ne veut rien dire. La seule infraction qui est définie, c'est le fait de ne pas faire ses heures de formation professionnelle. On doit faire 20 heures par an. Ça, il n'y a qu'une seule infraction qui est définie, c'est celle-là. Les autres ne sont pas définies. Donc il faut mettre un terme à ce système complètement frauduleux qui permet toutes les fraudes, au fond. C'est ça le problème. Et d'autre part, il faut donc supprimer ces bâtonniers, mais pas à coups de revolver ou de pistolet ou de kalachnikov. C'est au Parlement de légiférer pour faire disparaître ce système. Parce que c'est un système qui instaure des avocats et des sous-avocats. Parce que vous avez l'avocat qui est bâtonnier, il va être en même temps procureur disciplinaire. Oui, il est procureur disciplinaire. Dans un conseil de discipline, il y a deux personnes. Il y a deux personnes dans un ressort de cour d'appel. Il y a deux personnes de nature distincte qui peuvent engager des procédures disciplinaires. C'est d'une part le bâtonnier, d'autre part le procureur général. Le bâtonnier, il a la fonction de procureur. Il exerce, procureur disciplinaire, il exerce une mission de service public. C'est impensable. Et en même temps, le bâtonnier est juge du contentieux des honoraires entre un avocat et son client. Tout à l'heure, je vous parlais d'une dénommée Véronique Le Sourd, là, qui m'avait accusé frauduleusement d'être responsable d'une infraction qu'elle avait peut-être commis elle-même, sauf qu'il n'y a pas d'infraction. Bref, j'ai un contentieux d'honoraires avec cette personne. Elle écrit au bâtonnier, Robert Feller, encore, pour lui dire... En fait, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent à chaque fois. Hein. Mais dans chaque ressort de cour d'appel, c'est 15 personnes qui nous mettent, qui mettent le système par terre. C'est ça le problème, c'est 10-15 personnes. Et vous êtes à chaque fois des cibles uniques, isolées, ouais. Isolées. Et il y a plein de cibles. Comment regrouper tout ça? Parce que je pense que la commission d'enquête sur la justice, c'est un peu le but de ça, de regrouper toutes ces informations, de faire des rapports. Exactement. Cette commission nationale d'enquête sur la justice, en gros, c'est une agence de renseignement et d'information. Et d'ailleurs, d'une part, les avocats sont tout seuls de leur côté, et le système qui est mis en place, c'est le bâtonnier a tout pouvoir et il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que il peut accuser un avocat de tout et n'importe quoi. L'avocat est censé baisser le nez et dire excusez-moi, même s'il n'a rien fait. Alors, petit aparté, le fameux testament de Joseph Tsipiliti, là, oui. Il a été question, je l'ai vu tourner tout à l'heure, là, je ne sais plus le nom de l'intervenant, mais il a été mentionné le sacro-saint, le super pouvoir du bâtonnier
Ouais, en fait, ça ressort souvent. Le bâtonnier, il faut supprimer les bâtonniers, mais je vous l'ai dit, pas coup de revolver ou de pistolet ou de kalachnikov. Il est procureur disciplinaire. En plus, il juge le contentieux des honoraires. C'est-à-dire que moi, j'ai un contentieux d'honoraires avec Madame Le Sourd. Elle a écrit au bâtonnier Robert Feller pour lui dire « Je dois de l'argent à cet avocat, effectivement, mais perdez pas votre temps pour faire une taxation d'honoraires. Je suis d'accord pour vous verser une partie de l'argent à vous directement. » C'est carrément une offre de corruption. Carrément. Voilà, mais c'est noir sur blanc, j'exagère pas. Donc cette personne fait une offre de corruption au bâtonnier Robert Feller en lui expliquant qu'elle me doit de l'argent. Que fait Robert Feller? Il me condamne à lui restituer 3 500 €. Et on en est là. Donc le bâtonnier, il est procureur disciplinaire, il est juge du contentieux des honoraires, et en plus, il est un petit peu banquier. Est-ce qu'il a reçu vos honoraires, finalement? Les honoraires? Oui, de la cliente. De votre cliente. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle a certainement payé en faisant un faux témoignage dans l'affaire de Créteil. Voilà. D'accord. Ah bah on a retrouvé justement La boucle est témoignage bouclée. du fameux Protis. Il y a quelques jours, l'avocat Joseph Cipillitti a tiré sur le bâtonnier de Melun avant de se suicider. Dans son testament, il a mis en cause la surpuissance des bâtonniers et le fait qu'ils n'étaient jamais sanctionnés. En fait, ouais, ça revient souvent, hein, cette histoire de surpuissance. C'est une situation qui remonte à 1648. Avant 1648, c'est la fronde en France. Et la fronde, elle est déclenchée par les officiers de judicature, c'est-à-dire les juges qui siègent dans les parlements. Et avant 1648... En 1648 C'est 1648, oui. Avant 1648, la fonction juridictionnelle est forte en France, elle est très forte. Et elle peut même s'opposer au pouvoir central, c'est-à-dire la monarchie. La monarchie n'est pas vraiment établie, le pouvoir exécutif n'est pas totalement établi. Il peut prendre des législations, notamment en matière fiscale, mais pour qu'elles s'appliquent dans le ressort de tel ou tel parlement, équivalent des cours d'appel, il faut que la loi soit enregistrée par le Parlement. Et si les officiers de judicature, c'est-à-dire les juges qui siègent dans les cours d'appel, refusent d'enregistrer la loi, elle n'est pas appliquée. Et donc, pour faire l'unité juridique du pays, pour imposer son pouvoir dans tous les ressorts, dans toutes les provinces de France, la monarchie, le pouvoir central, a écrasé les juges, leur a repris ce pouvoir, a rabaissé la fonction juridictionnelle. Et ça, la fronde de 1648, c'est une révolte des officiers de judicature, c'est-à-dire des juges qui siégeaient dans les parlements, pour parce qu'ils se sont rebellés contre le pouvoir central qui voulait leur reprendre une partie de leurs fonctions. C'est ce qui s'est passé en France. Et depuis, la fonction juridictionnelle a été rabaissée. Et à cette époque, en 1648, la fronde commence par la réunion d'une chambre dite Saint-Louis, et cette chambre regroupe des officiers de judicature au Parlement de Paris de tous les parlements de France, tous les juges qui siègent dans les cours d'appel, et qui rédigent une constitution avec l'inventaire d'un certain nombre de libertés fondamentales pour, contrer l'arbitraire de la fonction administrative. C'est comme ça que les choses s'engagent en France. Et donc, tout ce système a été... les officiers de judicature ont été renversés, pourchassés, tués, exilés. Ils ont perdu leur combat. La fonction juridictionnelle a été rabaissée. Et aujourd'hui, on n'a pas des magistrats qui siègent dans les juridictions. Nous avons des juges. Des petits juges qui sont là pour appliquer les lois. C'est tout. Pas pour appliquer les lois, pour faire ce qu'ils veulent. Et on a, ce combat, la fronde de ces officiers de judicature, c'était de vouloir soumettre les personnes qui exercent des missions de service public au respect de la loi. Et le roi leur a dit non. Le roi, c'est moi qui fais la loi, et les gens qui sont à mon service dans les provinces, ils commettent des vols, c'est pas grave. Ils ne seront pas sanctionnés parce qu'ils sont à mon service. C'était une sorte de, passe-droit, quoi. Une sorte de deal. Vous allez, pour s'assurer l'obéissance des gens de l'administration des provinces,
le pouvoir central leur a dit « Vous êtes au-dessus de la loi, vous pouvez commettre des infractions pénales, je vous couvre. » Et ça continue. C'est exactement le travers du système français. Il y a Tepa qui nous demande, faut-il s'inspirer du système anglo-saxon qui permet aux avocats d'enquêter et leur donne les mêmes droits que les procureurs ainsi que l'accès total au dossier comme l'avait suggéré Maître Ludo. Alors effectivement, il y a un problème, ça c'est vraiment sur la matière pénale. Dans les pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni, je crois que c'est 1600 et quelques ou 1500 et quelques, on a édicté ce qu'on appelle l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est une législation qui pose le principe que toute personne placée en état d'arrestation a le droit de comparaître dans les 48 heures en audience publique pour que lui soient signifiées les accusations qui sont portées à son encontre et lui permettent en audience publique de se défendre. C'est un mécanisme qui est de nature à empêcher tous les trafics de procédures en matière pénale. Alors qu'ici, moi, on vient m'arrêter à 6 h du matin, on me transporte au palais de justice de Paris, on me jette dans une cellule pendant 4 heures, ensuite on me met les menottes et on me fait comparaître devant deux juges d'instruction. Tout ça, ça se passe discrètement, on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez menotté carrément ? Ah bien sûr, j'ai été menotté, oui bien sûr. Ils viennent m'arrêter à 6 h du matin. C'était le moment où vous avez été suspendu aussi de votre droit à exercer, etc. Ah, exactement, on va revenir un instant là-dessus. Donc dans la procédure où j'ai été accusé, c'est une plainte de François Dayton. Hein. François Dayton, ancien maire de Montmorency, ami du Parti Socialiste. Vous allez sur Internet, le gars il est comme ça, il est en train de vous dire j'aime la République, je partage avec le Parti Socialiste les valeurs de la République, etc. etc. Cet individu, il dépose une plainte contre moi et je suis arrêté le 9 décembre 2014 chez moi, à 6 h du matin. On m'emmène au palais de justice de Paris, on me jette dans une cellule pendant 4 heures. Hein, et puis ensuite, on me met les menottes, on me fait traverser tout le palais de justice pour m'emmener devant le juge d'instruction, Cyril Paco et Sabine Kéris. On me retire les menottes devant le juge d'instruction et sur un mandat d'amener dans lequel on explique que les policiers ont dû se lever à 4 h du matin pour qu'on puisse m'interroger. Et là, je suis devant le juge d'instruction. Comme si vous leur aviez demandé. Ah oui, ben, je leur dis, mais attendez, je suis là devant vous, c'est marqué que je suis là pour être interrogé, je suis là pour répondre à vos questions, poser vos questions, je vais répondre. Pour quelle raison vous n'avez pas été convoqué? Parce que vous êtes régulièrement au tribunal, vous auriez pu vous rendre voir ces juges par une convocation simple. Exactement, tout est frauduleux. Non, mais c'est une forme d'intimidation, je pense. Alors non, c'est un peu différent, c'est-à-dire que lorsqu'une information judiciaire est ouverte, tout ça, ça se passe pas comme en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, c'est en audience publique. Vous avez vu l'affaire Strauss-Kahn, il a comparé une audience publique, ça a même été filmé et retranscrit au monde entier. Donc là, en France, c'est en catimini, dans un bureau de juge d'instruction. Moi, j'ai fait sortir quelqu'un de prison, on l'a mis en prison pour rien. Ça dérange personne. Et au bout de 15 jours, on s'aperçoit qu'effectivement, toutes les accusations sont fausses. On le laisse pourrir en prison à 7 personnes dans une cellule pendant 3 mois. Ah, mais ça, c'est le problème de la détention préventive. Hein. Voilà. Donc là... aujourd'hui, on sait qu'on peut emprisonner quelqu'un en attente de voilà, jugement. Non, les lois ne sont pas respectées en France par ces juges d'instruction qui se croient au-dessus des lois. Et ça, c'est une affaire qui est gérée dans le nord de la France. Avec le recul, avec une espèce de vue d'ensemble, est-ce que, pour revenir sur la question de Tepa, à choisir le moins pire ou le meilleur des deux systèmes, à l'anglo-saxonne ou à la française, il faut... quel avantage vous voyez à celui, au système judiciaire français, et quel avantage vous voyez à celui à l'anglo-saxonne, quoi? Il faut mettre en place en France un système à l'anglo-saxonne. Il faut que la personne qui est interpellée puisse comparaître en audience publique dans les 48 heures. Public, filmé? Bien sûr, et tout filmé. Pourquoi les choses n'auraient pas le droit d'être filmées puisque la justice est rendue en public? C'est clair. Juste une observation. Lorsque au Royaume-Uni est instauré l'habeas corpus, c'est-à-dire le droit d'être présenté en audience publique, c'est je crois en 1600 et quelques, hein, début du XVIIe siècle. Lorsque le Royaume-Uni instaure ce droit, à la même époque, en France, on rétablit la torture dans le code d'instruction criminelle. Alors arrêtons de se gausser, de se gargariser en expliquant que nous sommes le pays des droits de l'homme.
et de la bravitude pendant qu'on y est. Rien du tout. Tout ceci n'est pas sérieux. Ça date de quand ça, le rétablissement de... Enfin, j'ai pas compris. Au début du XVIIe siècle, Ouais. à l'époque où, en Angleterre, on établit ce qu'on appelle l'habeas corpus, c'est-à-dire un texte qui prévoit que toute personne placée en état d'arrestation doit obligatoirement comparaître devant son juge en audience publique pour que lui soit signifié, donc en public, les accusations portées contre elle, et avec la possibilité de se défendre, de dire « Attendez, vous êtes trompé, je m'appelle machin, je ne suis pas machin ». À la même époque, en France, dans le code d'instruction criminelle, on rétablit la torture. Alors qu'on ne nous raconte pas que nous serions le pays des droits de l'homme et des citoyens, rien du tout. Un pays de terreur, la France. Pas une démocratie. En tout cas, actuellement, certainement pas. Et encore moins un état de droit. En quoi votre commission d'enquête nationale sur la justice va aider la justice française? Alors, d'abord, je remercie tous les magistrats qui ont pris attache avec moi, déjà, et qui nous soutiennent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a... Enfin du positif. Enfin du positif. Enfin du positif, parce que... Non, il y a des magistrats qui nous soutiennent. Il faut en parler du positif. Qui me soutiennent oui. et qui nous soutiennent et qui savent que, les positions que je défends, c'est quoi? C'est le respect de la loi, l'application de la loi, c'est tout. Hein, c'est le contraire de la combine et tout ce qui va avec. Bon, il y a des magistrats qui nous soutiennent, je les remercie, et chaque jour, il y en a plus encore. Ouais, racontez-nous une anecdote, par exemple, de magistrat qui est venu vers vous. Écoutez, je suis allé il n'y a pas longtemps à la cour d'appel d'Orléans pour un petit dossier, et j'avais pas le dossier, j'avais pas la copie du dossier. Donc j'ai expliqué au président, et spontanément, il m'a dit « Vous inquiétez pas, je suis d'accord avec vous, c'est bien ce que vous faites, continuez. » Sérieux? Bien sûr. Et je lui ai demandé si je pouvais consulter le dossier. Il m'a dit tout de suite, tenez, prenez le dossier, allez vous voulez, vous pouvez le regarder. Et il vous a pas accusé de vol après, non? Vous êtes sûr qu'il va... Non seulement il m'a pas accusé de vol, mais 15 jours plus tôt, j'étais devant le tribunal de grande instance de Carcassonne. Et alors là, je demande à la juge de consulter le dossier. Elle me dit oui, vous allez descendre au greffe, mais vous consulterez le dossier, mais à côté de la greffière. Il faut que la greffière soit à côté de vous. Hein. J'étais déjà soupçonné de vouloir voler le dossier. Voilà. Quelle est la loi précise? Vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit de vous procurer ce dossier? Mais ça s'appelle le contradictoire. Ça s'appelle le contradictoire. Dans l'avocat d'une partie a le droit d'avoir la connaissance de la totalité des pièces d'une procédure. Il n'y a pas une demi-page qu'on peut lui cacher. Et moi, des fois, je vais dans les procédures. Un jour, je vais devant la cour d'appel de Lyon. Non, pas devant la cour d'appel de Lyon. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, l'avocate qui défendait la procédure m'avait communiqué des pièces qui faisaient 2 mm un dossier complet qui faisait 2 mm d'épaisseur. Et je m'aperçois qu'elle était sur le point de remettre au juge, à la fin de l'audience, un dossier qui faisait 3 cm d'épaisseur. J'ai dit, mais attendez, il y a un problème là. J'ai pas eu communication de 90% du dossier de la procédure. Et là, la juge me dit, elle s'appelait Marie-Noël Chifflet, hein, elle me dit, mais c'est pas grave parce que ce qu'il y a dans le dossier, c'est peut-être des documents, des pièces de jurisprudence ou de la doctrine, et je peux très bien tomber dessus en regardant une revue de jurisprudence. Je me dis, attendez, contradictoire, c'est s'il y a 500 pages dans un dossier, le contradicteur doit avoir la communication des 500 pages, et rien d'autre. Réaction. Ça part une base pour pouvoir se défendre, quoi. Ouais, et la réaction de la juge? Ah ben non, j'ai pas eu le droit de voir le dossier. Mais c'est pas un objet de nullité, ça? Mais il n'y a plus de loi en France, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de procédure, il n'y a plus rien, c'est le carnaval. Vous avez aucun recours contre ça? Attendez, mais il faut les récuser. Quand vous voyez ça, bon, la seule solution, si on est en matière civile, c'est tout de suite dire au juge, bon, allez, hop, faut avoir une récusation préparée, je vous récuse, vous faites obstacle à l'exercice du contradictoire, qui est un principe fondamental, etc. Bon, ouais. C'est pour cela qu'on vous appelle récusator. Récusator, récuse à tort, ça c'est une plaisanterie mal placée. Alors, concernant les... Ouais. Oui. Non. La Commission nationale d'enquête va faire une enquête sur ces problèmes de récusation, suspicion légitime. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette Commission nationale d'enquête
va travailler à partir de dossiers concrets. Premièrement, va analyser et détecter ce qui ne va pas dans telle ou telle affaire, et ensuite fera un rapport écrit avec une vidéo de présentation, et surtout dans ce rapport, il y aura le projet de modification de tel ou tel article du Code de procédure civile, de tel ou tel article du Code de procédure pénale, de manière à mettre un terme aux situations anormales et spéciales. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Ce sera un travail détaillé, précis, ce sera une agence de renseignement et d'information. Et du reste, je lance un appel ici ce soir aux parlementaires, parce qu'au fond, cette commission nationale d'enquête va faire le travail des parlementaires, travail qu'ils ne font pas depuis 30 ou 40 ans. Le parlementaire, son rôle, c'est de voter la loi, mais c'est aussi et surtout de faire des commissions d'enquête sur ce qui ne va pas dans l'administration, dans la justice et ailleurs. Or, depuis 1958, la Constitution a considérablement restreint la possibilité pour les parlementaires de faire ce travail. Donc, nous payons des impôts et avec cet argent, on paye des parlementaires et les parlementaires ne font pas le travail. Vous en avez déjà rencontré des parlementaires ? J'en ai déjà rencontré, oui, j'en ai déjà rencontré, et il y en a d'autres qui vont venir s'intéresser à ce projet, et il va falloir qu'ils financent ce projet, parce qu'au fond, on leur donne de l'argent pour faire un travail, ils ne font pas le travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation désastreuse. Ils ne font pas le travail d'abord parce qu'ils ne sont pas informés de la réalité, de la situation au sein du service public de la justice. Justice administrative, justice judiciaire. Est-ce qu'il y en a un seul qui a déjà entendu parler de jugements qui constituent des faux en écriture authentique? Ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont jamais entendu parler. Non, mais c'est tellement aberrant aussi qu'on s'imagine que c'est pas possible. Ah, vous avez l'affaire du bon docteur Michel Pinturault, c'est la juge Nicole Cochet, qui a fabriqué le même jour 2 faux jugements. Et la même journée. Voilà, il y a une procédure d'inscription de faux qui a été faite, mise en œuvre. Et le jugement qui juge sur l'inscription de faux, son parcé motif est très simple, dit que le jugement du 15 mai 1995 constitue un faux. Point à la ligne. Voilà. Cette juge n'a pas été sanctionnée sur le plan pénal et elle n'a pas été sanctionnée sur le plan disciplinaire. Et la personne qui a été victime de ces faux jugements avait créé 2 sociétés. Ces sociétés sont en liquidation judiciaire depuis 20 ans. On n'arrive pas à clôturer la procédure à cause de ces faux jugements. Eh bien, cette personne, c'est le bon docteur Michel Pinturault, qui a écrit à Christiane Taubira, le ministre de la Justice, pour lui dire, regardez, voilà une juge qui a fait des faux jugements, dit que le jugement constitue un faux. Il dit qu'il faudrait peut-être quand même engager une procédure disciplinaire contre elle. Résultat des courses? Ah non, réponse, tout va bien. Réponse, tout va bien. Et cette juge, elle a été récompensée, elle a eu la médaille du mérite. Elle a été nommée au ministère de la Justice, directrice des affaires européennes. Elle avait une délégation de signature du ministre de la Justice, Michel Mercier. Et encore, ensuite, on l'a nommée experte à la Cour pour préparer la réforme de la procédure pénale à la Cour suprême d'Ouzbékistan sur un programme financé par l'Union européenne. Voilà, la boucle est bouclée, c'est le cirque. Est-ce qu'on peut parler de réseau dans la justice, ou c'est que des petits paniers à crabes par-ci par-là qui travaillent indépendamment, ou il y a un réseau? Est-ce que ces gens travaillent ensemble dans certains cercles C'est une organisation, tout le monde c'est des gens qui se considèrent comme une élite, et une élite qui fait la guerre au peuple, c'est tout. En gros, c'est des gens qui nous considèrent comme des sous-hommes. La loi, c'est pas fait pour nous. On est content de nous trouver pour nous faire payer des impôts, pour nous faire payer des amendes, quand on dépasse de 1 km/h la vitesse réglementaire, mais quand il s'agit d'avoir les droits, c'est jamais pour nous. On est dans un système d'apartheid. Nous sommes dans un système de justice d'exception, et je dirais presque même de justice de type section spéciale, au sens de la loi de 1941. C'est une loi qui, alors que la France était sous la botte nazie,
une loi qui avait créé des juridictions d'exception dans lesquelles il n'y avait pas d'appel, pas de pourvoi en cassation, pas de droit de la défense, etc. Et lorsque cette législation avait été mise en œuvre, un officier nazi, Blumenthal, avait réuni une petite conférence pour prononcer un discours et se réjouir du fait que ces petits Français s'étaient enfin débarrassés des principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale. Eh bien, nous en sommes là pratiquement aujourd'hui. Nous sommes dans une justice, je crois qu'il n'y a qu'une partie de la classe politique qui se réjouit de pouvoir faire confiance à la justice. Quand vous les entendez dire ça, vous avez compris qu'ils ont confiance dans le fait qu'on va leur arranger leurs affaires. Hein? Concrètement, comment ça va se structurer cette commission nationale d'enquête sur la justice? Bon. Qui a droit d'adhérer? Qui n'a pas droit d'adhérer? Alors, d'abord, dans les statuts, vous avez un article, une disposition finale, qui consigne les noms d'un certain nombre de personnes qui ont d'ores et déjà été pris dans des trafics, et notamment dans des trafics disciplinaires. Ces gens, leurs noms sont fixés dans les statuts. Ces gens-là n'ont pas le droit d'adhérer à cette association et n'auront pas le droit à vie d'y adhérer. Ensuite, toute personne pourra s'inscrire, qui est intéressée, pourra s'inscrire, devenir membre de cette association, et pourquoi pas, et bien entendu, à partir du moment où on est membre, on peut postuler pour une fonction au sein du conseil d'administration. Cette association va faire un appel aux dons et va s'adresser aux parlementaires pour leur dire, bon, aujourd'hui, maintenant, fini de rigoler, hein. Cette association va faire votre travail, le travail pour lequel vous êtes payé et pour lequel vous ne faites rien depuis 40 ans. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire dans cette association et de financer. Il faut quand même savoir que chaque parlementaire, en plus de leur rémunération, leurs frais, etc., perçoit une enveloppe de 130 000 € par an qui leur permet de financer des associations. Alors prenons un exemple, vous avez des associations par exemple LGBT qui perçoivent sur la réserve parlementaire 340 ou 350 000 € par an. Et pourquoi faire? Pour organiser des G-Pride, je ne sais pas quoi là, des choses parfaitement inutiles. Bon, on va inviter les parlementaires à financer cette association et sur le site internet, chaque parlementaire aura une page avec sa photo et la lettre qui lui aura été adressée. Maintenant, il y a des parlementaires qui vont comprendre qu'il faut financer cette association, donc d'autres qui refuseront. Leur décision, financer ou pas financer, participer ou pas, sera inscrit sur le site publiquement. Et pour ceux qui refuseront de participer à cette commission, eh bien nous inviterons les citoyens qui sont quand même propriétaires du système à ne plus voter pour ces personnalités, c'est-à-dire à les chasser du système. Donc ça, c'est les modalités de financement. Ensuite, le conseil d'administration définira les enquêtes qui seront conduites. Vous aurez une première enquête qui va être... et puis, on va nommer un rapporteur spécial ou un procureur spécial pour faire une enquête. Cette personne pourra auditionner des personnes. Une plainte a déjà été déposée dans cette affaire Henriquez-Vanier contre ce pauvre avocat là, qui a été obligé de se suicider. Bien évidemment, dans cette enquête, j'imagine que la commission va convoquer Madame Taubira pour l'entendre. Elle viendra pas, elle fera ce qu'elle voudra. Alors, je vous interromps 2 secondes. On est bien d'accord que cette commission n'est pas forcément exclusivement réservée aux avocats ou aux magistrats, aux juristes de profession, etc. Toute personne peut s'inscrire à cette association, participer à son fonctionnement, aux assemblées générales, au conseil d'administration. L'important, c'est que cette association, cette commission nationale d'enquête, va recevoir des plaintes des personnes, les examinera et regardera s'il y a lieu dans telle ou telle affaire, dans tel ou tel domaine particulier, de faire une enquête approfondie, un rapport et de proposer des solutions. Mais bien évidemment, les personnes qui seront en charge des enquêtes, ce seront nécessairement des personnes ayant une qualification particulière pour traiter la question. Je pense que, entre autres, il y aura un rapport sur le RSI, une commission d'enquête qui va être
ouverte sur ces problèmes de RSI. Bon, je crois qu'il y a des personnalités spécialement qualifiées, par exemple, M. Claude Reichmann, on lui proposera certainement de diriger ou de présider cette commission d'enquête. Et ensuite, il pourra auditionner, entendre toute personne qui demanderont à être entendues, examiner tous les documents et faire un rapport de synthèse pour voir dans quelle direction il faut s'acheminer pour résoudre les problèmes. Cette commission nationale d'enquête, c'est pas un fourre-tout, ça va pas être des rapports dans le style des narcs où on fait des graphiques et on parle de tout et de rien, et des rapports qui servent à rien, qui sont rangés dans une bibliothèque, qui nous coûtent une fortune. Hein, c'est des rapports qui vont être sur des questions précises, sur des questions pratiques, visant à réformer les dispositions du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale, du Code du travail et toutes ces choses-là. Hein, c'est un peu, ça va être une affaire éminemment pratique et à tous les moins pour ceux qui sont en charge de faire la loi, les parlementaires, une agence de renseignement et d'information. Ils seront ici en contact, comment dire, avec le pays réel, avec des situations réelles, pas avec du baratin qui sont faits par des commissions parlementaires, des pseudo-énarques, qui sont bons à pas grand-chose. Ce sont des espèces de sociologues qui connaissent rien à pas grand-chose et qui s'ennuyaient en sociologie ou en psychologie et qui se sont infiltrés dans les affaires juridiques, parce que là, c'est plus intéressant. Psychologie freudienne la plupart du temps. Hein. Oui, bien sûr, moi je vous dis, c'est ça le problème. Il y a un problème de qualification dans ce système. Et il faut revenir à des choses pratiques, les droits de la défense. Nous aurons une commission d'enquête, par exemple, sur la problématique des communications de pièces en matière civile. Moi, j'arrive pas à en obtenir. J'arrive pas à les obtenir. Les juges ne les donnent pas. Bon, mais il va falloir résoudre le problème. Et puis, au-delà de cela, il y a le problème de la responsabilité civile, disciplinaire et pénale du juge. C'est ça la problématique. Oui, hein, parce qu'il n'y a jamais de poursuite quand il y a des... Il ne se passe rien. Il y a des choses frauduleuses qui sont réalisées dans les tribunaux, il n'y a aucune poursuite qui est engagée derrière. Il ne se passe rien. Et alors, il y a une difficulté à engager des poursuites disciplinaires et pénales parce que la plupart des décisions sont rendues en collégialité, avec ce qu'on appelle le secret du délibéré. On ne sait pas qui a pris la décision. Bon, ben, il faut mettre un terme à cette situation. Pour mettre un terme à cette situation, il faut autoriser ce qu'on appelle l'expression des opinions divergentes. C'est deux juges qui prennent une décision dans un sens, mais comme à la Cour européenne, ou comme dans les juridictions anglo-saxonnes, lorsque dans ces juridictions-là, deux juges sont d'accord pour faire une décision, c'est la solution qui est retenue, mais vous en avez un troisième qui n'est pas d'accord, il fait ce qu'on appelle une opinion divergente, et il explique pourquoi il n'est pas d'accord avec la solution qui est retenue. Et cette opinion divergente, elle est intégrée à la décision, et il faut en plus poser le principe dans le Code de procédure civile et dans le Code de procédure pénale, que s'il n'y a pas d'opinion divergente, on présume que tout le monde est d'accord avec la solution qui a été retenue. Et là, on pourra attaquer sur le plan de l'escroquerie au jugement, sur le plan disciplinaire, les gens qui rendent des décisions complètement farfelues ou qui s'appuient sur des fausses pièces. Parce que tout le monde peut être victime de la justice, que ce soit le citoyen lambda, le chef d'entreprise, l'avocat. Une catastrophe. C'est un vrai problème. Mais comment voulez-vous que quelqu'un investisse, et c'est le cas pour les investisseurs étrangers. Il y a le cas d'une très grande entreprise allemande, il y a 3 ou 4 années en arrière, qui avait un projet d'investissement et une première tranche de 100 millions d'euros en France. Bon, 100 millions d'euros, c'est des discussions qui durent un certain temps, avec des contrats. Et lorsque l'une des parties dans ce type de contrat de négociation rompt les négociations, il y a toujours dans le contrat prévu le paiement d'une indemnité pour rupture des négociations. Et bien à un moment, là, cette société allemande a vu sur Internet qu'en fait, en France, la justice, c'est le carnaval. Ils sont allés voir quelques avocats, ils ont pris connaissance des situations réelles, et ils se sont réunis au conseil d'administration, ils ont pris une décision. On va arrêter les négociations,
L'indemnité pour rupture des négociations, c'est combien? 5 millions d'euros? Allez, on paye, on est content. Ensuite, ils sont allés manger au restaurant et faire la fête. Ils étaient trop contents d'avoir compris à temps qu'il fallait stopper leur investissement. Et ils ont préféré payer 5 millions d'euros plutôt que d'avoir à perdre 100 millions, 150, 200, 300, 400 millions d'euros. Voilà ce qui se passe chez nous. Il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que la justice française est dans une situation d'impossibilité d'appliquer les lois. C'est ça? Pourquoi est-ce qu'on paye des juges? C'est pour appliquer les lois. Pourquoi est-ce qu'on paye des procureurs? C'est pour requérir l'application de la loi. On s'aperçoit, moi je m'aperçois, que dans 85% des cas, les officiers du ministère public, c'est-à-dire les procureurs, requièrent exactement le contraire de l'application des lois. Tout ceci parce que le concept d'indépendance sera monté à la tête, hein, et ils s'imaginent qu'ils sont chez eux et qu'ils font ce qu'ils veulent. Quand ils sont chez eux, ils plantent des carottes ou des pommes de terre, mais quand ils viennent siéger chez nous, parce que les juridictions nous appartiennent, c'est nous qui payons les bâtiments, c'est nous qui payons l'électricité, c'est nous qui leur donnons, qui leur versons des traitements à la fin du mois, eh bien il faut leur rappeler qu'ils siègent chez nous et qu'ils sont là pour requérir l'application des lois pour les procureurs et pour appliquer la loi en ce qui concerne les juges. Et puis au-delà de cela, il va falloir mettre en place, et c'est un travail de réflexion qui va être conduit au niveau de la Commission nationale d'enquête sur la justice, il va falloir trouver la solution, la procédure pour sortir des juridictions les gens qui refusent de faire le travail pour lequel ils sont payés. Avocats y compris? Bon, là, mais avocats y compris, bien évidemment. Parce que bon, quand même, il va falloir trouver. Là, on parle des juges, des conseils disciplinaires, etc. Mais bon, il y a quand même des cas d'avocats crapuleux. Hein. Bah, écoutez, moi, j'ai eu vent de plusieurs cas, par exemple Prud'homo, où l'avocat qui était censé défendre les intérêts de l'employé en question, là, en fait, il a été carrément acheté par l'ex-employeur. Ça, c'est des cas comme ça, malheureusement, il y en a. Qu'est-ce que vous envisagez pour ce genre de situation? L'avocat a une obligation de moyens, pour l'essentiel. C'est-à-dire que dans ses écritures, il doit soulever tous les moyens qui sont de nature à permettre à la personne pour laquelle il intervient de gagner. Alors, en lisant ses conclusions, si on s'aperçoit que tel ou tel avocat a oublié de viser certains moyens, eh bien, il a privé son justiciable de la possibilité de gagner sa procédure. C'est une faute professionnelle. C'est l'action en responsabilité civile professionnelle. Voilà. D'accord, donc en fait, ouais, c'est prévu aussi. Ah oui, mais allez le faire. Ouais. C'est pas facile. On va faire une petite pause et revenir dans quelques minutes pour la troisième partie. Dans la dernière partie de l'émission, on comptait aborder, préparez vos questions, hein, mais on comptait aborder les affaires en cours, notamment l'affaire de Patrick, notre représentant, notre leader, notre gourou, notre Mobutu. Qui s'expose pour toute l'équipe concernant son affaire. Il est attaqué, qui est quand même sérieuse, ouais. Il est attaqué par qui déjà ça, on en reparlera tout à l'heure. Très vite. Contestation de crimes contre l'humanité, c'est ça, non? Il y a un truc dans le genre, ouais. Pire même. À tout de suite.